Bienvenue dans ce voyage au cœur de la République de Platon, l'un des textes les plus puissants de la philosophie occidentale. En 5 épisodes, nous allons plonger dans les grandes questions de la justice, du pouvoir, de la vérité et de l'âme. Un dialogue millénaire, toujours vivant aujourd'hui. Installez-vous, écoutez et pensons ensemble. Des idées de Platon dans la République. On va commencer par une image. Bienvenue pour cette exploration des idées de Platon dans la République. On va commencer par une image assez simple, celle d'une cité idéale au départ. Oui, une cité presque pastorale, non? Où l'on se contente de pain d'orge, de blé, d'olives, de fromage. On vit simplement, en paix. C'est ça, une cité saine, comme dit Socrate dans le texte. Mais voilà, ça ne convient pas à tout le monde, et Glaucon intervient. Exactement. Glaucon, lui, il réclame plus de confort. Des lits, des tables, des plats plus variés, bref, du luxe. Et là, tout bascule. La cité saine devient une cité fiévreuse. C'est le terme, oui, enflammé, fiévreux, et c'est cette transformation qu'on va suivre. Comment ce désir de confort, au fond assez banal, va complètement changer la société et justifier des mesures, disons, assez radicales. Alors concrètement, cette fièvre, comment elle se manifeste au début? Juste plus d'objets? Ça commence comme ça, oui. Des meubles, de la bonne chair, des parfums, des courtisanes, tout ce qui relève du superflu. Mais Platon montre que ça entraîne tout un tas de conséquences. Comme quoi, par exemple? D'abord, il faut plus de place. Donc, la cité doit s'agrandir. Et puis surtout, ça crée une explosion de nouveaux métiers. Ah oui, pas seulement des artisans. Non, bien au-delà. Des chasseurs, des imitateurs, poètes, acteurs, rhapsodes, mais aussi des coiffeurs, des cuisiniers toujours plus inventifs, des pédagogues, et même, Platon le souligne, beaucoup plus de médecins. Plus de médecins. Pourquoi? Parce que ce nouveau régime de vie, plus riche, plus complexe, est vu comme moins sain. Il génère des maladies qu'on ne connaissait pas dans la cité simple. D'accord. Et ce besoin d'espace, ces nouveaux besoins, ça mène où? Ça mène presque inévitablement à la guerre, selon le dialogue. Pour avoir plus de terre pour nourrir cette population et ce luxe grandissant, il faudra bien empiéter sur les voisins. Donc le luxe serait la cause première de la guerre? C'est direct comme lien. C'est présenté comme une conséquence logique de ce désir illimité. Et si guerre il y a, il faut des gens pour la faire. Des spécialistes. Les fameux gardiens. Voilà. Une classe dédiée à ça. Parce que l'art de la guerre, c'est exigeant. Ça demande des compétences et un entraînement spécifique. On ne peut pas être cordonnier et guerrier en même temps si on veut bien faire les deux. Quelles qualités ils doivent avoir, ces gardiens? J'imagine forts, rapides? Oui, physiquement. Sens aiguisé, agilité, vigueur. Mais aussi, et c'est crucial, une qualité d'âme. Le thumos. Le cœur, le courage, l'ardeur. Et là, il n'y a pas un problème. Il faut être ardent, féroce contre l'ennemi, mais doux et juste avec ses propres citoyens. Comment on concilie ça? C'est le paradoxe que soulève Socrate. Et il prend l'image du chien de bonne race. Le chien de garde. Oui, il est doux avec ceux qu'il connaît, mais hargneux avec les inconnus. Et comment il fait la différence? Par la connaissance et l'ignorance. Donc le gardien doit avoir cette même capacité à distinguer l'ami de l'ennemi. Et pour ça, il doit être... Philosophe, ami du savoir, ami de la connaissance. C'est ça qui lui permet d'être juste et mesuré, et pas juste une brute agressive. Il aime ce qu'il connaît, ce qui est familier, juste. D'accord, donc si on a besoin de gardiens philosophes, l'éducation devient absolument clé. Et là, Platon propose des choses assez strictes. C'est le moins qu'on puisse dire. Il commence par l'éducation, par les discours, les histoires, les mythes, avant même la gymnastique. Mais attention, pas n'importe quelles histoires. Il faut trier. Ah oui, une véritable censure. Il faut surveiller de très près ce que racontent les poètes, comme Homère ou Hésiode. On ne garde que les récits qui donnent une image positive et vraie des dieux et des héros. Et on rejette quoi alors? Les dieux qui se battent entre eux, qui mentent, qui changent de forme. Les héros qui pleurent trop, qui sont avides, désobéissants. Exactement tout ça. Les dieux doivent être présentés comme bons, causes uniques du bien, immuables et véridiques. Les héros comme des modèles de courage, de tempérance, de piété. Fini aussi les descriptions effrayantes de l'Hadès. Il ne faut pas que les gardiens aient peur de la mort. Ça ne laisse plus grand-chose des mythes grecs traditionnels quand même. Ça en élimine une bonne partie, c'est sûr. L'art doit être au service de la formation morale. Et ça vaut aussi pour la forme. Il faut rejeter l'imitation de personnages vils ou excessifs. Le gardien ne doit imiter que les hommes de bien. Et cette purge s'étend à la musique aussi, j'imagine. Tout à fait. Simplicité et ordre là encore.
On ne garde que certaines harmonies, celles qui imitent les accents du courage et de la modération. Platon cite la dorienne et la phrygienne. On rejette les harmonies plaintives ou relâchées et les instruments trop complexes comme la flûte, le los, que la lyre et la cithare. Les rythmes aussi doivent être simples et ordonnés. Et pour le corps, la gymnastique. Même logique de simplicité. Absolument. Le but n'est pas l'athlète hypertrophié qui passe son temps à dormir et à suivre un régime hyper strict. Non, il faut un régime simple, robuste. Viande rôtie, pas de sauce compliquée, pas de pâtisserie asticillante, pour former des guerriers vigilants et endurants. Pour Platon, c'est l'âme bien formée qui rend le corps le meilleur possible. Il critique aussi beaucoup le recours excessif aux médecins et aux juges, non? Oui, pour lui, c'est le signe d'une cité malade où l'éducation est échouée, où le luxe et la mollesse ont tout gâté. Sa vision de la médecine est particulière, C'est-à-dire? très politique. Il se réfère à Asclépios. Le bon médecin soigne vite et bien ceux qui peuvent être utiles à la cité pour qu'ils retournent à leur travail. Ceux qui sont incurables ou d'une constitution trop faible, eh bien, on ne s'acharne pas à prolonger leur vie. C'est assez dur. Glaçant, même. Et pour les juges? Le juge, lui, contrairement au médecin qui peut avoir connu la maladie, doit avoir une âme restée pure. Il ne doit pas avoir fréquenté le vice dans sa jeunesse pour bien juger. Encore une fois, tout est orienté vers le bien et l'efficacité de la cité. Bon, si on résume. On part d'une cité simple. Le désir de confort introduit le luxe, ça crée des besoins, de l'expansion, donc la guerre. D'où les gardiens spécialisés. Et pour les former, une éducation ultra contrôlée qui censure l'art, la musique, façonne le corps et l'esprit par la simplicité et l'ordre. Jusqu'à une médecine au service de l'utilité collective. C'est exactement ça. Une construction intellectuelle d'une logique implacable, mais assez effrayante par sa radicalité. Ce contrôle total sur l'individu au nom du collectif. Ça fait réfléchir, c'est sûr. Et même si ça nous semble extrême aujourd'hui, cette idée de façonner le citoyen par l'éducation, par ce qu'on lui donne à voir, à lire, à entendre, est-ce qu'on n'en retrouve pas des échos peut-être plus subtils dans nos propres sociétés ? Où se situe la limite entre une éducation qui vise le bien commun et une forme d'endoctrinement ? C'est une excellente question, et elle reste terriblement actuelle. Qu'est-ce qu'une bonne influence, une bonne éducation aujourd'hui? La question reste ouverte.